Des films comme La Mouche de David Cronenberg ou L'Incroyable Hulk de Marvel débordent de savants qui repoussent les frontières et en subissent les conséquences. Mais le monde réel possède son propre recueil d'expérimentations qui ont déraillé de manière incontrôlable, avec des répercussions bien plus terrifiantes que n'importe quelle scène de cinéma. Il essayait de marquer l'histoire, et ça n'a pas marché. Ce ne sont pas des scènes issues d'un script. Ce sont de vrais instants où l'ambition scientifique s'est retournée de manière imprévue. Voici 15 expérimentations scientifiques qui ont affreusement mal tourné. L'affaire du projet MK Ultra doit être l'un des cas de retour de flamme les plus fous de l'histoire de la CIA, car ils ont pris ce médicament, le LSD, et pensaient qu'ils allaient pouvoir l'utiliser pour contrôler l'esprit des gens. Numéro 15, le garçon qui est devenu Brenda. Janet Raymer voit le sourire sur le visage de son fils David, mais elle sait ce qu'il cache. Un mensonge douloureux, un mensonge qui l'a hanté jusqu'à sa mort. Quand Bruce Reimer avait 8 mois, une simple circoncision a mal tourné et a gravement abîmé son pénis. Sa famille, espérant réparer les dommages, a sollicité l'aide du psychologue John Money. Money était persuadé qu'il pouvait transformer Bruce en fille. Sans tenir compte des émotions de Bruce, Money et les médecins de Bruce ont effectué une opération de réassignation sexuelle. Bruce a été rebaptisé Brenda et son frère jumeau Brian est resté un garçon. À partir de ce jour, les adultes autour de Brenda l'ont obligé à vivre comme une fille. Money a affirmé que c'était une réussite éclatante et a utilisé le cas de Brenda pour défendre son idée que le genre est entièrement acquis et non ressenti au plus profond de soi. Nous avons été stéréotypés dans notre vision des hommes et des femmes. Mais Brenda ne s'est jamais sentie fille. Elle l'a dit aux adultes, mais ils ont persisté. En grandissant, Brenda a lutté contre une immense confusion. À 14 ans, elle a découvert la vérité. Elle était née mâle. J'ai essayé avec le maquillage et ça a été un désastre. Je veux dire, tu vois, ces cercles rouges sur les joues et ensuite je ressemble à un clown en fait. Une fois le secret dévoilé, Brenda a recommencé à vivre comme un garçon. Il a choisi un nouveau nom, David. Pourtant, les opérations et les années à jouer un rôle qui n'était pas le sien ont laissé des blessures profondes. David est tombé dans une grave dépression. Il a vu combien d'autres enfants avaient été mutilés et modifiés sans avoir leur mot à dire. Il a pris la parole et a contribué à un article de recherche qui a exposé à quel point l'expérience était désastreuse. Le monde a enfin prêté attention. Malgré son courage, la souffrance était immense. À 38 ans, David ne pouvait plus supporter ce fardeau et s'est donné la mort. Les derniers chapitres du dernier livre de David Reimer restent inachevés. Sa vie tourmentée a été abrégée la semaine dernière par un tragique suicide. L'histoire de David Reimer est un avertissement sévère. Forcer quelqu'un dans un corps qui ne lui correspond pas peut briser son âme. Chaque enfant mérite une vie guidée par ce qu'il ressent vraiment au fond de lui et non par les hypothèses d'un savant. Numéro 14, l'échec du costume de Franz Reichelt. Franz Reichelt aimait bidouiller et rêver grand. Au début des années 1900, il a cousu 29,7 mètres carrés de tissu pour créer ce qu'il appelait un costume de parachute portable. Il l'a testé en lâchant des mannequins lestés depuis des toits bas, mais chaque mannequin s'écrasait au sol avant que le costume ne puisse déployer ses plis. Reichelt attribuait cela à la faible hauteur et soutenait qu'une chute de bien plus haut validerait son idée. Par un matin gris en 1912, des caméras et une foule croissante se sont réunis sur la deuxième plateforme de la Tour Eiffel. Reichelt est arrivé, vêtu d'un lourd manteau garni d'ailes en tissu et de cordes. Il souriait aux curieux, proclamant que son costume se déploierait comme un immense éventail et lui sauverait la vie. Puis, il a pris une grande inspiration et a sauté du bord. Pendant un instant, le costume a maintenu sa forme comme une aile maladroite. Puis, il s'est affaissé comme un drapeau de tissu dans l'air immobile. Reichelt est tombé tout droit. Les témoins ont retenu leur souffle quand il a percuté le sol avec un bruit assourdissant. Certains disent qu'il est mort sur le coup, tandis que d'autres affirment qu'une crise cardiaque l'a frappé pendant la chute. Quoi qu'il en soit, son invention n'a jamais eu de seconde chance. L'accident a bouleversé Paris et la communauté des premiers aviateurs. Les inventeurs ont compris que, peu importe l'élégance de la conception, chaque nouveau dispositif de sécurité nécessitait des essais rigoureux. Les tunnels à vent, les mannequins à échelle réduite et les tests contrôlés sont devenus la norme.
le saut audacieux de Reichelt a clos un chapitre audacieux de l'histoire de l'aviation et a enseigné une leçon cruciale. La vie humaine ne devrait jamais être le premier test. La chute de Reichelt a déclenché de nouvelles règles de sécurité et a inspiré les ingénieurs à réaliser des essais minutieux à petite échelle. Aujourd'hui, les photographies de ce moment figurent dans les livres d'histoire comme un avertissement solennel. Elles nous rappellent que les grands rêves doivent être confrontés à des preuves solides avant de risquer une vie. Numéro 13, la quête du vent invisible. À la fin des années 1800, de nombreux savants croyaient que l'espace était empli d'une substance invisible appelée éther. Ils pensaient que la lumière voyageait en ondulant à travers cet éther, comme les vagues se déplacent sur l'eau. Ce milieu magique qui était supposé être ce dont la lumière avait besoin pour se déplacer à travers le vide de l'espace, tout comme le son a besoin d'air pour se déplacer d'un endroit à un autre. Puisque la Terre tourne autour du Soleil, il disait qu'elle devrait ressentir un courant d'éther. Ce courant ferait varier la vitesse de la lumière selon la direction dans laquelle on la dirigeait. Pour détecter cette brise, le physicien Albert Michelson a construit un instrument ingénieux appelé interféromètre. Cet outil divisait un rayon de lumière en deux à angle droit. Des miroirs renvoyaient chaque rayon pour qu'ils se rejoignent, créant un motif de lignes claires et sombres. Si la Terre se déplaçait à travers l'éther, un rayon serait retardé par rapport à l'autre, modifiant le motif. En 1887, Michelson et son collègue Edward Morley ont installé l'appareil sur une lourde dalle de pierre, dans un sous-sol à l'abri du vent, à l'université Case Western Reserve. Ils ont effectué test après test à différents moments de la journée et à différentes saisons, vérifiant tout changement dans les lignes. Chaque essai montrait aucun changement, aucun décalage, aucun signe d'un courant d'éther. Les rayons correspondaient parfaitement, peu importe comment ils tournèrent l'instrument. Après plusieurs mois, Michelson et Morley ont dû reconnaître qu'ils n'avaient pas trouvé ce qu'ils espéraient. L'éther qu'ils poursuivaient n'existait tout simplement pas. Au début, ce résultat totalement vide semblait un échec. Mais ce vide a ouvert la voie à une idée audacieuse. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde, partout. En 1905, un jeune employé de bureau des brevets nommé Albert Einstein a utilisé cette leçon pour créer sa théorie de la relativité restreinte. Cette théorie a rejeté l'espace et le temps absolu et nous a donné E égale mc2, transformant notre vision de l'univers. Numéro 11, les machines à nuages de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich croyait que nos corps et le ciel partageaient un mystère, une énergie mystérieuse qu'il a nommée orgone. Reich a été la première personne à introduire la respiration dans la thérapie psychanalytique. Personne ne parle de la respiration comme Reich en parle. Inspiré par les travaux de Freud sur le désir, il pensait que l'orgone alimentait tout, des plantes au climat jusqu'à la couleur du ciel. Il croyait qu'un orgasme libérait cette énergie et que collecter de l'orgone pouvait soigner les troubles mentaux et même le cancer. Ses collègues pensaient qu'il était insensé. Après tout, l'orgone ressemblait à quelque chose tiré d'un roman de science-fiction. À la fin des années 1950, Reich était convaincu que des extraterrestres attaquèrent la Terre avec des rayons spéciaux pour bloquer notre réserve d'orgone. Pour contre-attaquer, lui et son fils ont construit des rangées de tubes métalliques appelées machines à nuages et les ont pointés vers le ciel. Ils ont plongé des tuyaux dans des seaux d'eau, pensant que l'eau attirerait les rayons nocifs. Certains jours, ils affirmaient que les nuages se dispersaient, que la pluie tombait ou que les tempêtes s'apaisaient, mais personne n'a réalisé de tests rigoureux pour confirmer les effets. La Food and Drug Administration des États-Unis a qualifié les machines de Reich de dangereuses. En 1954, ils ont confisqué son matériel et lui ont ordonné de le détruire, disant qu'il vendait de faux espoirs. Reich a refusé et a tenté de déplacer les machines à travers les frontières des États. Cet effort a conduit à son arrestation et à une peine de prison. Il est mort en prison en 1957. Des décennies plus tard, des passionnés construisent encore des machines météorologiques dans des ateliers marginaux. Les machines à nuages de Reich montrent que, sans preuve claire, des idées audacieuses peuvent mener à des protestations publiques, des ennuis juridiques et une perte de confiance. Numéro 10. L'expérience de la prison de Stanford. En août 1971, des chercheurs de l'université de Stanford ont transformé un sous-sol du campus en une fausse prison. Ils ont sélectionné 24 étudiants en bonne santé parmi plus de 70 volontaires et leur ont payé $15 par jour.
La moitié ont été désignés au hasard comme gardiens et ont reçu des lunettes de soleil réfléchissantes, des uniformes et des matraques, mais on leur a dit de ne frapper personne. L'autre moitié étaient des détenus, arrêtés par de vrais policiers, déshabillés, vêtus de chemise et enchaînés à la cheville avec un cadenas lourd. Le deuxième jour, les détenus ont arraché leurs chemises en signe de protestation. Les gardiens ont mis fin à cela avec des menaces de mise à l'isolement et ont supprimé des repas. Ils ont inventé des punitions, des pompes pour avoir répondu, des pauses de sommeil annulées pour des infractions mineures. En 4 jours, 3 détenus étaient si bouleversés qu'ils sont partis. Certains gardiens sont devenus cruels sans ordre, criant des insultes, imposant des comptages à toute heure, même réveillant les détenus à 2 heures du matin. « Tu sens ton propre gardien en toi », a dit plus tard un gardien, décrivant comment l'expérience brouillait son sens de l'identité. Philippe Zimbardo, le chercheur principal, a si bien joué le rôle de directeur de prison qu'il a perdu de vue son rôle de scientifique. Il observait à travers des miroirs sans teint et des caméras alors que le monde de la prison devenait incontrôlable. Le 6e jour, sa petite amie et un collègue extérieur ont protesté face au mal qu'ils voyaient. Zimbardo a mis fin à l'expérience 8 jours avant la fin prévue. Les retombées ont été énormes. Les critiques ont souligné que la mise en scène encourageait le drame. Les annonces ont peut-être attiré des personnalités agressives. Et les gardiens savaient qu'ils étaient dans une mise en scène. 2 décennies plus tard, la BBC a réalisé une nouvelle étude en prison où les sujets résistaient aux règles injustes, suggérant que l'équipe de Zimbardo avait façonné sa propre histoire. Pourtant, l'expérience de la prison de Stanford a marqué notre vision du pouvoir, des rôles et de la frontière fragile entre l'ordre et l'abus. Numéro 9. Les expériences sur la syphilis au Guatemala. Entre 1946 et 1948, des responsables de la santé américains ont mené une étude secrète à Guatemala City pour comprendre comment la syphilis, la gonorrhée et le chancre mou se propageaient et comment la pénicilline pouvait les arrêter. Dirigés par le Dr John C. Cutler du service de santé publique des États-Unis, les équipes ont collaboré avec le Laboratoire national d'hygiène du Guatemala et le Bureau sanitaire panaméricain. Au total, environ 1300 personnes, prisonniers, soldats, patients d'hôpitaux psychiatriques, orphelins et travailleuses du sexe, ont été inscrits sans jamais donner leur accord. Les médecins ont infecté les gens de manière cruelle. Certains prisonniers ont été forcés d'avoir des rapports sexuels non protégés avec des prostituées déjà porteuses des maladies. Dans les hôpitaux psychiatriques, les infirmières grattèrent la peau des patients et frottaient des bactéries dans les éraflures. Dans d'autres cas, la maladie était injectée directement dans le liquide rachidien avec une aiguille. Les soldats d'une base à proximité se sont portés volontaires, mais ignoraient qu'ils étaient infectés. Même de jeunes garçons dans un orphelinage faisaient partie des tests. Une fois infectés, seuls environ 700 victimes ont reçu de la pénicilline. Les autres ont souffert de plaies atroces sur leurs organes génitaux, d'éruptions sur leur corps, de fièvre et de douleurs osseuses qui les laissaient parfois incapables de marcher. En 1953, au moins 83 personnes étaient mortes de ces infections. Tout cela s'est déroulé sans aucun contrôle par un comité d'éthique, des décennies avant que les règles modernes n'exigent le consentement éclairé pour les études sur l'homme. L'expérience est restée secrète jusqu'en 2005, quand l'historienne Susan M. Reverby a découvert de vieux dossiers au Wellesley College. L'indignation publique a rapidement grandi. En 2010, le président Barack Obama et la secrétaire d'État Hillary Clinton ont présenté des excuses officielles au président guatémaltèque de l'époque, Alvaro Colom. La sénatrice Blanche Lincoln a qualifié les événements de honteux et le Congrès a tenu des audiences sur la manière dont de tels abus avaient pu se produire. Les victimes et leurs familles ont intenté des poursuites devant les tribunaux américains pour demander des dédommagements. Bien que le gouvernement ait refusé de payer des dommages, le cas a contribué à déclencher des lois plus strictes sur la recherche humaine. Numéro 8, l'expérience de l'homme et du singe de Winthrop Kellogg. En 1931, le psychologue Winthrop N. Kellogg a déménagé sa famille de Bloomington, Indiana, vers une petite ferme à West Orange, New Jersey, pour mener une expérience audacieuse. Il a ramené à la maison une chimpanzé femelle de 3 mois nommée Gua et l'a placée à côté de son fils de 4 mois, Donald. Chaque jour, ils mangeaient dans des bols identiques, jouaient avec des cubes de bois identiques et portaient même la même couverture quand ils faisaient la sieste.
Kellogg, un pionnier de la psychologie infantile précoce, a enregistré plus de 10 000 observations sur 9 mois, suivant les réponses du rythme cardiaque au son soudain, testant les compétences motrices, fines, avec des boîtes de puzzle, mesurant la force de préhension avec des balances à ressort et prononçant des mots simples devant un enregistreur à cylindre de cire. À sa surprise, Gua maîtrisait l'empilage de blocs plus vite que Donald, et elle a appris à répondre à son propre nom après seulement 1 semaine, tandis que Donald prenait 2 fois plus de temps. Mais les étapes ont commencé à diverger quand les enfants ont atteint 6 mois. Gua ne pouvait pas former les sons vocaux nécessaires pour dire « mama », et ses tests de mémoire se sont arrêtés à 3 éléments, tandis que Donald continuait de progresser. Plus surprenant encore, Donald a commencé à imiter les ululements de Gua semblables à ceux d'un chimpanzé et ses gestes de frappe sur les feuilles. Inquiets que leur fils adopte des comportements de singe et que la force croissante de Gua puisse mettre le bébé en danger, les Kellogg ont mis fin à l'étude en novembre 1931. Ils ont envoyé Gua au Jackson Primate Center en Floride, où elle buvait encore au biberon et jetait des coups d'œil aux visiteurs à travers les barreaux de sa cage. Malheureusement, Gua a attrapé une pneumonie et est morte en octobre 1933 à l'âge de 3 ans. Les Kellogg ont publié L'homme et l'enfant en 1933, déclenchant des débats sur les limites de l'apprentissage animal et l'éthique de l'élevage d'animaux sauvages dans des foyers humains. Leur travail a jeté les bases des études modernes sur le développement du langage, la cognition animale et les règles strictes qui régissent désormais la recherche avec les primates. Numéro 7. L'empoisonnement par radiation de Clarence Daly. Née en 1865 à Phoenixville, Pennsylvanie, Clarence Madison Daly a rejoint le laboratoire de Menlo Park d'Edison en 1883. Son talent pour façonner des parois de verre l'a rendu indispensable quand Edison a commencé à explorer les rayons X, un rayon qui traversait la peau et illuminait un écran. En 1896, Daly avait conçu les premiers tubes à vide poussé utilisés dans le laboratoire de West Orange d'Edison. Il se tenait devant des foules, plaçant ses mains nues dans le faisceau pour montrer comment les os et le métal apparaissaient en blanc sur un écran. Au début, Daly ne ressentait aucun mal, seulement des lueurs vives sur sa peau. En 1 an, des taches rouges se sont formées sur ses doigts et les coupures cessaient de guérir. Wilhelm Röntgen avait averti que de longues expositions pourraient endommager les tissus vivants, mais aucun équipement de protection n'existait. Puis, à la fin de 1897, les chirurgiens ont amputé l'index droit et le pouce de Daly. Edison a écrit dans ses notes « Augmenter la distance ». Pourtant, Daly refusait de ralentir et tenait des registres précis de ses blessures. Il a envoyé des photographies de ses ulcères au Dr James Ewing à Columbia, qui a signalé de graves dommages cellulaires. En avril 1903, Edison a accepté d'amputer les 2 bras de Daly sous les coudes. Son visage était marqué par des vaisseaux sanguins éclatés et sa respiration s'est aggravée alors que le tissu pulmonaire était endommagé. Daly a plaisanté un jour « J'aimerais avoir un manteau de plomb, mais ça n'existait pas ». Après avoir consulté des médecins européens au début de 1904, il est retourné à New York faible et épuisé. Le 2 novembre 1904, à 39 ans, Clarence Daly est mort d'un empoisonnement par radiation. Le premier décès connu dû à une surexposition aux rayons X. Edison, bouleversé par la perte, a abandonné les travaux sur les rayons X la même année. Le cas de Daly a incité l'American Roentgen Ray Society à établir ses premières règles de sécurité en 1909. Numéro 6, MK-Ultra. En 1953, la CIA a investi 10 kg de LSD pur dans un programme ultra secret appelé MK-Ultra. Le docteur Sidney Gottlieb, le scientifique excentrique de l'agence, a envoyé l'agent infiltré George Hunter White installer des planques à San Francisco et à New York. White les a approvisionnés en alcool gratuit et a engagé des femmes pour attirer les clients. Derrière des miroirs sans teint, il observait alors que des visiteurs sans méfiance buvaient des martinis, recevaient une dose d'acide et se tordèrent de panique ou flottaient dans l'euphorie, tout cela sans rien savoir. MK-Ultra était plus qu'un test de drogue, c'était une quête pour dominer l'esprit. Entre 1953 et 1964, la CIA a financé au moins 149 projets secrets dans 80 institutions, de Harvard à l'université McGill au Canada.
Ils ont testé l'hypnose, la privation sensorielle, le LSD et même la thérapie par électrochoc sur des prisonniers, des patients d'hôpitaux et des soldats. À Fort Bragg, des officiers étaient drogués dans la salle à manger. À l'école d'État de Willowbrook à New York, des enfants ayant des handicaps de développement étaient soumis à des courants à haute tension. L'un des pires cas fut celui de Frank Olson, un biochimiste qui, après une dose secrète de LSD en 1953, est mort dans des circonstances mystérieuses, officiellement qualifiées de suicide, mais encore débattues aujourd'hui. À la fin des années 1960, des récits de flashbacks, de dépression suicidaire et de lésions cérébrales ont atteint le Congrès. En 1975, le comité Church a forcé la CIA à admettre l'existence de MK-Ultra. La plupart des dossiers avaient déjà été détruits, mais les poursuites des survivants et les mémos déclassifiés ont révélé la vérité. Des milliers de personnes ont été utilisées comme cobayes. Les expériences ont coûté plus de 3 millions de dollars et ont laissé de profondes blessures sur les familles et les carrières. En essayant de créer des espions totalement obéissants, la CIA a ouvert une boîte de Pandore. Le LSD s'est discrètement répandu dans les clubs underground et les campus universitaires, alimentant le mouvement contre-culturel qu'ils espéraient en écraser. La drogue censée contrôler les esprits a fini par les libérer et a enseigné une leçon brutale. On ne peut pas enfermer quelqu'un dans une cage mentale sans briser quelque chose de précieux et d'humain à l'intérieur. Cette photo troublante d'un être mi-homme, mi-cheval circule depuis quelque temps sur Internet, alimentant rumeurs et théories. Certaines sources non vérifiées prétendent que ce type de croisement génétique aurait déjà été testé dans le cadre d'expériences secrètes. Mais à ce jour, aucune preuve officielle ne vient appuyer ces affirmations. S'agit-il d'un véritable cliché ou d'un habile montage numérique? La question reste entière. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 5, l'expérience sur la syphilis de Tuskegee. De 1932 à 1972, le service de santé publique des États-Unis a mené ce qu'il appelait l'étude de Tuskegee sur la syphilis non traitée chez l'homme noir. Dans le comté de Macon, Alabama, 600 hommes noirs pauvres se sont inscrits pour des bilans de santé gratuits. 400 avaient la syphilis, 200 n'en avaient pas. Aucun n'a été informé du vrai nom de la maladie. Au lieu de cela, les médecins attribuaient leurs douleurs et éruptions à un mauvais sang et distribuaient des pilules placebo, des toniques de fer et même de l'aspirine. Quand la pénicilline est devenue le traitement standard pour la syphilis en 1947, les responsables de l'étude ont refusé de traiter ces hommes. Ils craignaient que donner de la pénicilline ruine 40 ans de données. Année après année, les analyses de sang et les ponctions lombaires se poursuivaient, souvent sans consentement approprié. Le docteur Natalia Farao-Clark et son équipe promettaient une assurance vie et des soins médicaux, attirant les hommes avec des repas gratuits et des trajets en bus. En réalité, ces incitations masquaient une étude qui privait les hommes de leur droit à la santé et à l'honnêteté. Les hôpitaux locaux et les leaders de la communauté noire ont aidé à recruter des participants, faisant confiance aux responsables de la santé publique qui gardaient le vrai but secret. À la fin, au moins 28 participants sont morts directement de la syphilis. 100 autres sont morts de maladies liées comme l'insuffisance cardiaque et des dizaines d'épouses et d'enfants ont contracté la maladie. 19 bébés sont nés avec une syphilis congénitale. Il a fallu un lanceur d'alerte et un article de l'Associated Press en 1972 pour mettre fin à l'étude. L'indignation publique a conduit le Congrès à adopter la loi nationale sur la recherche en 1974, qui a établi des règles éthiques claires pour les essais sur l'homme. En 1973, les survivants ont obtenu un règlement de 10 millions de dollars et des prestations médicales à vie. En 1997, le président Clinton a présenté des excuses officielles au nom de la nation. Numéro 4, Projet Cyrus. En 1947, un groupe de savants a tenté de manipuler un ouragan, et ça s'est mal passé. L'expérience, connue sous le nom de Projet Cyrus, était menée par General Electric et l'armée américaine. Leur objectif ? Affaiblir les ouragans en volant à l'intérieur et en larguant d'énormes quantités de glace sèche dans les nuages de tempête. La théorie était que la glace déclencherait une réaction dans la structure de la tempête, pouvant la faire s'effondrer ou du moins perdre de la force. Cela semblait audacieux. Le 13 octobre 1947,
un bombardier B-17 et un avion B-12-9 ont décollé de Mobile, Alabama, chargés de 81,6 kg de glace, sèche, broyée. La cible était l'ouragan King, qui avait déjà frôlé la Floride et se dirigeait à nouveau vers la mer. Les avions ont volé directement dans le bord extérieur de la tempête et ont largué leur cargaison glacée dans la paroi de l'œil. Au début, il semblait que rien ne s'était passé. L'ouragan devait continuer vers le nord-est dans l'Atlantique, mais ensuite, il a fait quelque chose d'étrange. Il a viré brusquement et a commencé à se diriger vers la côte de Géorgie. La tempête a touché terre près de Savannah et a foncé sur la Caroline du Sud, causant des destructions généralisées. Plus de 2 millions de dollars de dommages matériels ont été signalés, ainsi que la mort d'au moins une personne. Les habitants étaient furieux. Beaucoup croyaient que les savants avaient aggravé la tempête ou même causé son changement de direction. Des poursuites ont été intentées contre General Electric, bien qu'elles aient finalement été abandonnées faute de preuves solides. Mais la controverse a forcé le gouvernement à repenser les efforts de modification du climat, du moins pour un temps. Des analyses ultérieures ont suggéré que l'ouragan aurait peut-être déjà changé de cap avant le largage de glace sèche. Mais l'incident a soulevé une question éthique sérieuse. Même si l'intention est bonne, les savants devraient-ils manipuler des forces qu'ils ne comprennent pas pleinement ? Numéro 3. Le projet d'aversion. Pendant l'ère de l'apartheid en Afrique du Sud, une politique bizarre et brutale a pris racine dans l'armée. Une politique qui prétendait traiter l'homosexualité par des tortures psychologiques et physiques. Ce n'était pas seulement une science mal orientée, c'était une catastrophe sanctionnée des droits humains. La force de défense sud-africaine opérait sous une étrange double norme. Alors que les membres permanents de l'armée étaient interdits d'être homosexuels, les conscrits, jeunes hommes blancs forcés de servir, étaient traités avec une tolérance dangereuse. Pourquoi cette contradiction ? Les officiels craignaient que si l'homosexualité était complètement interdite, les hommes prétendraient faussement être gays juste pour éviter la conscription. Leur solution ? Laisser les conscrits servir, puis les guérir par une thérapie forcée. Entre 1971 et 1989, sous un programme aujourd'hui connu sous le nom de projet d'aversion, des psychiatres militaires dirigés par le docteur Aubrey Levin ont soumis des centaines de conscrits à des traitements horrifiants. Ce n'étaient pas des méthodes marginales, elles étaient soutenues par la théorie psychiatrique courante de l'époque, l'homosexualité étant encore qualifiée de maladie mentale dans le DSM, le guide de diagnostic de l'Association américaine de psychiatrie. La thérapie incluait un conditionnement par électrochoc. Les soldats étaient attachés avec des électrodes et montraient des images érotiques d'hommes. S'ils montraient une quelconque excitation sexuelle, ils étaient choqués. Au fil des sessions, la tension augmentait. Une tentative grossière pour leur faire associer l'attirance pour le même sexe à la douleur. Mais quand cela ne fonctionnait pas, et c'était généralement le cas, l'étape suivante était pire. Des chirurgies de réassignation sexuelle involontaire. Jusqu'à 900 jeunes hommes ont été soumis à des modifications génitales sans consentement. De nouveaux certificats de naissance étaient émis, les identités étaient altérées et les soldats étaient libérés, souvent à mi-chemin du processus de transformation. Il n'y avait aucun suivi médical, aucun accès à une thérapie hormonale et aucun soutien à la santé mentale. Beaucoup vivaient dans l'isolement, rejetés à la fois par l'État et leur famille. Le docteur Levin et plus de 20 autres professionnels médicaux ont finalement été condamnés à Mississauga. Levin a ensuite immigré au Canada où il a continué à pratiquer la psychiatrie jusqu'à son arrestation et sa condamnation en 2013 pour avoir agressé sexuellement des patients masculins. Le projet d'aversion n'était pas seulement une science non éthique, c'était une torture sponsorisée par l'État déguisé en médecine. Il a laissé derrière lui un sillage de vie brisé et un rappel glaçant de la facilité avec laquelle la science peut être détournée pour servir une idéologie. Numéro 2, le scandale de la radiation en prison. Dans l'un des chapitres les plus sombres de la science de la guerre froide, des dizaines de détenus dans les prisons de Washington et de l'Oregon ont été soumis à des doses élevées de radiation directement sur leurs testicules. Tout cela au nom de la recherche. L'objectif était de déterminer la quantité de radiation qui rendrait un homme stérile. Mais ce n'étaient pas des astronautes ou des travailleurs du nucléaire qui étaient zappés. C'étaient des hommes incarcérés, attirés par de vagues promesses de libération anticipée et une maigre somme de $100.
Les expériences ont été menées dans les années 1960 et 1970, une époque où le gouvernement américain investissait massivement dans la recherche nucléaire. Dans le cadre d'un partenariat entre la Commission de l'énergie atomique et des chercheurs universitaires, les détenus se voyaient offrir 5 $ par mois pour leur participation, avec la promesse d'une vasectomie à la fin. Les sujets étaient exposés à jusqu'à 600 rads de radiation, équivalent à plus de 3000 radiographies thoraciques. Beaucoup de ces détenus n'étaient pas correctement informés des risques et ils n'ont pas donné un véritable consentement éclairé. Les effets à long terme étaient dévastateurs. Cancer, infertilité, maladies chroniques et traumatismes psychologiques. Pire encore, certains hommes n'ont même pas reçu les soins de suivi promis. Les tests étaient approuvés et supervisés par de grandes universités, y compris l'université de Washington, qui les justifiait par des revendications d'intérêt national. Les officiels disaient qu'ils essayaient d'évaluer si la radiation de l'espace ou des centrales nucléaires pouvait endommager les systèmes reproducteurs masculins. Pourtant, le fait demeure que ces hommes ont été exploités, réduits à des sujets de tests sans égard pour leur humanité. Dans les années 1990, l'indignation publique et les poursuites judiciaires ont forcé des excuses officielles et une certaine compensation. Mais pour les victimes, c'était bien trop peu, bien trop tard. Numéro 1, l'expérience de Milgram. En 1961, quelques mois après que le monde a regardé le procès télévisé de l'officier nazi Adolf Eichmann, un psychologue de Yale nommé Stanley Milgram a posé une question troublante. Les horreurs de l'Holocauste auraient-elles pu être perpétrées par des gens ordinaires simplement en obéissant à l'autorité ? Pour tester cela, Milgram a créé ce qui deviendrait l'une des expériences les plus infâmes de la psychologie. Les participants croyaient qu'ils faisaient partie d'une étude sur la mémoire et l'apprentissage. Chacun se voyait attribuer le rôle d'enseignant et était chargé d'administrer des chocs électriques à un apprenant, en réalité un acteur de l'expérience, chaque fois qu'une question était mal répondue. Le générateur de choc était faux, mais le participant ne le savait pas. Il était étiqueté de 15 volts à 450 volts, marqué d'un triple X inquiétant. Alors que l'apprenant simulait des cris, suppliait que le test s'arrête ou même se taisait complètement, beaucoup de participants continuaient à appuyer sur le bouton quand l'expérimentateur en blouse blanche le leur demandait. Les résultats de Milgram ont choqué le monde. 65% des participants sont allés jusqu'à la tension la plus élevée, bien qu'ils pensaient causer de graves dommages à une autre personne. Tous ont atteint au moins 300 volts. La seule force derrière leurs actions était une voix calme qui disait « L'expérience exige que vous continuiez ». Les critiques ont dénoncé l'étude pour le traumatisme émotionnel infligé aux participants, certains croyant qu'ils avaient vraiment fait du mal à quelqu'un. Mais l'impact de l'expérience était indéniable. Elle a montré que des gens ordinaires, dans les bonnes circonstances, pouvaient devenir des agents de préjudice, non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'on leur disait de le faire. Les découvertes de Milgram résonnent encore dans la psychologie, l'éthique et les forces de l'ordre aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, sur le lieu de travail ou dans les moments les plus sombres de l'histoire, la question persiste. Jusqu'où ira quelqu'un s'il pense qu'il ne fait que suivre les ordres ? À quel moment la quête de la connaissance cesse-t-elle d'être un progrès et commence-t-elle à devenir quelque chose de bien plus dangereux ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.